Le chêne et le roseau. Le chêne un jour dit au roseau : « Vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front, au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. Encore si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir, je vous défendrais de l'orage. Mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. » Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon. Le roseau plie. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Le génie de la forêt. Il était une fois un pauvre fermier et sa femme qui travaillaient très dur sur leur lopin de terre. Le sol était tellement sec que leurs outils se cassaient souvent et qu'à chaque coup, un nuage de poussière s'élevait de la terre. Ils gagnaient donc juste de quoi vivre. Rien de superflu chez José et Anina. Malgré tout, c'étaient des gens très gentils et heureux de vivre. Un jour, Anina reçut la visite d'un voisin qui lui dit qu'à une journée de marche de chez eux, un riche fermier ne pouvait trouver suffisamment de travailleurs pour l'aider à la récolte. Elle proposa à son mari : « Pourquoi n'irions-nous pas aider ce fermier ? Ici, nous mourrons presque de faim. Chez lui, nous pourrions gagner assez d'argent pour vivre décemment. » Son mari la regarda, préoccupé, et lui dit sur le ton de la confidence : « Je ne dis pas non, mais ne sais-tu pas que cette région est habitée par le grand génie de la forêt ? C'est un ogre immense, poilu, à la barbe rouge sang et aux yeux de jais qui lancent des éclairs. Il dévore tous les hommes qu'il rencontre et oblige les femmes à travailler pour lui. Le danger n'est écarté que l'après-midi, car c'est à ce moment qu'il dort. Ça ne m'étonne pas que ce fermier ne trouve plus suffisamment de gens pour rentrer la récolte. Tout le monde a peur. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'aller habiter aussi près d'un tel monstre. »« Moi, je n'ai pas peur, » dit Anina en riant. « Je resterai à l'intérieur et je n'irai faire les courses que l'après-midi. Je t'en prie, allons-y. Je pense que c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. » Fatigué d'entendre sa femme lui dire tous les bénéfices qu'il pourrait tirer de leur nouvelle situation, José finit par accepter. Ils emballèrent leurs maigres affaires et quittèrent leur misérable chaumière en quête d'une vie meilleure. Après un jour de marche, ils arrivèrent chez le riche fermier. Celui-ci possédait une magnifique ferme située loin de la forêt du génie. En outre, de nombreux hommes faisaient des rondes afin d'empêcher le génie d'entrer. On donna immédiatement du travail à José, au champ, et le fermier leur indiqua une maisonnette à l'orée de la forêt où ils pourraient habiter. « Vous pourrez vivre ici en toute tranquillité, » dit le fermier à Anina. « Veille toutefois à rester à l'intérieur. Ne sors que l'après-midi, car c'est le moment où le génie de la forêt se repose.
Je vous ferai apporter de la nourriture tous les jours par mes hommes, afin que vous ne couriez aucun danger. » Et c'est ce qui se passa. Chaque jour, les hommes de la ferme leur apportaient des vivres. José gagnait bien sa vie en travaillant au champ, et ils étaient très heureux. Ils n'avaient pas aperçu le génie de la forêt, et Hannina en venait à douter de son existence. Mais elle se trompait. Caché dans la forêt, le génie l'avait déjà observée à plusieurs reprises. Il en était même tombé un peu amoureux. Toutefois, il ne pouvait s'approcher d'elle car elle restait toujours aux alentours de la maison. Un jour, il y avait tellement de travail à la ferme que le fermier avait complètement oublié d'envoyer ses hommes porter de la farine et des haricots à la maisonnette. Hannina se tracassait. Quand vint l'après-midi, elle voulut se rendre à la ferme elle-même pour aller chercher de quoi manger. « Reste donc ici, lui dit José, inquiet. Imagine que tu rencontres le génie et qu'il t'emmène. Que ferais-je sans toi ?» Mais Hannina se moqua de lui. « C'est l'après-midi, répondit Hannina. Le génie est en train de dormir, il n'y a aucun danger. Je rentrerai bien avant la tombée de la nuit. Ne t'inquiète pas. À tout à l'heure. » Elle prit son grand panier et partit. Elle suivit gaiement le long chemin qui menait à la grande ferme. Le fermier sursauta lorsqu'il la vit arriver. « Ne m'en veux pas, dit-il à Hannina. Il y avait tellement de travail. Je vais te donner le repas tout de suite. Tu ferais peut-être bien de dormir chez nous, car si tu pars maintenant, tu ne seras de retour chez toi que le soir tombé. Pense au génie de la forêt, petite. » Mais Hannina ne voulut pas passer la nuit chez le fermier. Elle avait peur que José s'inquiète. Elle prit rapidement le chemin du retour. Soucieuse, elle regardait parfois le soleil qui descendait à l'horizon. Alors qu'elle était presque arrivée, le génie de la forêt jaillit de derrière un gros arbre et l'attrapa. Hannina résista de toutes ses forces, mais ce fut peine perdue. Le génie l'emmena dans sa cabane au fin fond de la forêt. Là, Hannina dut lui faire la lessive et la cuisine. José était déjà rentré de son travail et attendait avec inquiétude le retour de sa femme. La nuit tombée, il partit à sa recherche. À l'orée de la forêt, il découvrit son panier à provisions rempli de vivres. Il eut très peur car il était désormais sûr qu'Hannina avait été enlevée par le génie de la forêt. Tristement, il ramassa le panier et retourna chez eux. Il faisait bien trop noir pour partir à sa recherche. Sur le chemin du retour, il rencontra un vieux mendiant qui marchait à l'aide d'un bâton et qui lui demanda un peu de nourriture. « Accompagnez-moi » répondit José gentiment. « Je vous préparerai quelque chose à manger. » Pendant que le vieux mendiant se restaurait, José lui raconta ses mésaventures. « Si vous m'autorisez à dormir ici, je vous aiderai demain à trouver la cabane du génie, » proposa le mendiant. José le regarda d'un air incrédule. « Ne craignez-vous pas qu'il nous dévore ?» lui demanda-t-il inquiet. Le mendiant secoua la tête en riant. « N'ayez pas peur, répondit-il. Je suis peut-être vieux, mais je ne suis pas encore tout à fait inutile. Patientez un peu. » Le lendemain matin, les deux hommes partirent de bonne heure. Ils s'enfoncèrent dans la forêt. Après de longues recherches, ils découvrirent enfin la cabane du génie. Ils se dissimulèrent derrière quelques buissons. José vit Hannina sortir de la cabane et vider un seau d'eau. Elle était donc bien là. Quant au génie, il restait invisible. « Il est peut-être parti chasser » dit José, et il se dirigea vers la petite habitation pour aller chercher Hannina. Soudain, le génie jaillit de derrière la cabane en poussant un cri assourdissant. Il s'était caché afin de surprendre José. « Ah, je vais me régaler doublement !» s'exclama le génie. « Enfin, pas tout à fait, l'un des deux est tout rabougri.
Il saisit les deux hommes de ses mains poilues. José cria, mais le vieux mendiant n'avait pas peur du tout. « Si tu ne nous lâches pas, je te fais mordre par un serpent, dit-il, fâché. » Le génie libéra immédiatement les deux hommes et regarda autour de lui. « Je ne vois aucun serpent, tu me prends pour un imbécile ?» maugréa-t-il. « Viens ici que je te mange le premier. Je garde le savoureux jeune homme pour la fin. » Il tendit la main vers le vieil homme, mais au même moment, ce dernier jeta son bâton sur le sol. Le bâton se changea immédiatement en un gros serpent sifflant. Le génie eut très peur et n'osa plus bouger car rien ne le terrifiait plus que les serpents. Il mit ses grandes mains devant ses yeux. À présent, il ressemblait plus à un enfant effrayé qu'à un redoutable génie de la forêt. « Éloigne ce serpent, éloigne cet affreux serpent !» s'écria-t-il avec effroi. « Je ne le ferai que si tu promets de partir d'ici, » répondit le vieux mendiant. « Tu dois partir au-delà des montagnes et ne plus jamais revenir. Si tu le promets, je changerai à nouveau le serpent en bâton. »« D'accord, d'accord, je partirai, » répondit le génie de la forêt d'une voix tremblante. Le vieux mendiant sourit. « N'oublie pas, le prévint-il, si tu reviens importuner ces pauvres gens, je t'enverrai 10 de ces serpents. » Il prit le serpent par la queue et celui-ci se changea immédiatement en bâton. Le génie fit rapidement son baluchon tout en pleurnichant. De temps en temps, il jetait un coup d'œil effrayé au vieux mendiant, mais celui-ci se contentait de l'observer calmement. Un peu plus tard, le génie partit en direction des hautes montagnes que le vieil homme lui avait indiquées. Contente et soulagée, Hanina tomba dans les bras de son mari. Sans attendre, le mendiant mit le feu à la cabane du génie. S'il se retourne et voit la fumée, il saura qu'il n'a plus de maison et qu'il ne peut donc plus dormir ici, expliqua-t-il. Heureux, ils se dirigèrent vers leur maison. Le vieil homme resta encore quelques jours chez José et Hanina. Mais un beau jour, il partit sans raison aucune, et nul ne le revit jamais. José et Hanina coulèrent des jours heureux. Depuis le départ du génie, de plus en plus de gens venaient travailler dans cette région du pays. On construisit plus de fermes, des magasins et des écoles. Le fermier offrit à José un meilleur emploi. Il devait diriger le travail de tous les nouveaux arrivants. Le fermier le payait bien, car depuis qu'il avait suffisamment de personnes pour cultiver la terre, il gagnait assez d'argent pour payer à ses employés un bon salaire. José et Hanina étaient donc très satisfaits. Et lorsqu'ils eurent un enfant l'année suivante, ils furent au comble du bonheur. Ils vécurent longtemps à l'orée de la forêt. Les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Les petits, les gros nagent comme il faut. Les gros, les petits nagent bien aussi.
Le petit poisson et le pêcheur. Petit poisson deviendra grand pourvu que Dieu lui prête vie. Mais le lâcher en attendant, je tiens pour moi que c'est folie, car de le rattraper, il n'est pas trop certain. Un carpeau qui n'était encore que frottin fut pris par un pêcheur au bord d'une rivière. Tout fait nombre, dit l'homme en voyant son butin. Voilà commencement de chair et de festin. Mettons-le en notre gibecière. Le pauvre carpillon lui dit en sa manière « Que ferez-vous de moi ? Je ne saurais fournir au plus qu'une demi-bouchée. Laissez-moi carpe devenir, je serai par vous repêché. Quelque gros partisan m'achètera bien cher, au lieu qu'il vous en faut chercher peut-être encore 100 de ma taille pour faire un plat. Quel plat, croyez-moi, rien qui vaille. » « Rien qui vaille ? Eh bien soit, répartit le pêcheur. Poisson, mon bel ami qui faites le prêcheur, vous irez dans la poêle, et vous avez beau dire, dès ce soir, on vous fera frire. Un tien vaut, se dit-on, mieux que 2 tu l'auras. L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. L'eau de la terre. Une grenouille vivait au bord d'un trou rempli d'eau, près d'un ruisseau. C'était une petite grenouille verte, discrète, ordinaire. Elle avait envie de devenir extraordinaire et réfléchissait aux moyens de se faire remarquer. À force d'y penser, elle eut une idée. Elle se mit à boire l'eau de son trou, à boire, et elle la but jusqu'à la dernière goutte. Et elle commença à grossir. Ensuite, elle se mit à boire l'eau du ruisseau, à boire, et elle la but jusqu'à la dernière goutte. Et elle grossissait de plus en plus. En suivant le lit du ruisseau, elle arriva à la rivière. Et elle se mit à boire l'eau de la rivière. À boire, et elle la but jusqu'à la dernière goutte. Et comme la rivière se jetait dans le fleuve, elle alla près du fleuve. Et elle se mit à boire l'eau du fleuve, à boire, et elle la but jusqu'à la dernière goutte. Et la grenouille gonflait. Comme le fleuve se jetait dans la mer, la grenouille alla jusqu'au bord de la mer. Et elle se mit à boire l'eau de la mer, à boire, et elle la but jusqu'à la dernière goutte, qui était la dernière goutte d'eau de toute la terre. Son ventre, ses pattes, sa tête étaient gorgées d'eau, et même ses yeux qui devinrent tout globuleux. La petite grenouille était maintenant extraordinaire, gigantesque. Sa tête touchait le ciel. Les plantes avaient soif, les animaux avaient soif, et les hommes aussi avaient terriblement soif. Alors, tous se réunirent pour chercher un moyen de récupérer l'eau de la terre. Il faut qu'elle ouvre sa large bouche afin que l'eau rejaillisse sur la terre. Si on la faisait rire, dit quelqu'un, elle ouvrira la bouche et l'eau débordera. Bonne idée, dirent les autres. Ils préparèrent alors une grande fête.
et les animaux les plus drôles vinrent du monde entier. Les hommes firent les clowns, racontèrent des histoires drôles. En les regardant, les animaux oublièrent qu'ils avaient soif, et les enfants aussi. Mais la grenouille ne riait pas, ne souriait même pas. Elle restait impassible, immobile. Les singes firent des acrobaties, Des grimaces. dansèrent, firent les pitres. Mais la grenouille ne bougeait pas, ne riait pas, ne faisait même pas l'esquisse d'un sourire. Tous étaient épuisés, assoiffés. Quand arriva une petite créature insignifiante, un petit ver de terre, qui s'approcha de la grenouille. Il se mit à se tortiller, à onduler. La grenouille le regarda étonnée. Le petit ver se démena autant qu'il put. Il fit une minuscule grimace. La grenouille éclata de rire. Un rire énorme qui fit trembler tout son corps. Elle ne pouvait plus s'arrêter de rire, et les eaux débordèrent de sa bouche grande ouverte. L'eau se répandit sur toute la terre, et la grenouille rapetissa, rapetissa. La vie put recommencer, et la grenouille reprit sa taille de grenouille ordinaire. Elle garda juste ses gros yeux globuleux en souvenir de cette aventure. Narcisse et Écho. L'air et la terre avaient une fille, Écho. Cette charmante nymphe vivait dans les bois aux côtés de la déesse Artémis. Elle allait de rivière en torrent. Les arbres lui servaient de toit, la mousse et les jeunes pousses de lit. Elle ne connaissait ni tourment ni ennui. Un jour qu'elle babillait avec les autres nymphes, Écho fut accusée par la grande déesse Héra d'aimer son époux infidèle. C'était une injustice, mais Héra, aveuglée par la colère, refusa d'écouter Écho, qui l'implorait. « Tu veux donc avoir le dernier mot ?» clama la déesse, folle de rage. Son châtiment ne tarda guère. Bientôt la nymphe devint incapable de parler. Ni phrase ni rire ne sortaient plus de sa bouche. Elle répétait seulement les derniers mots qu'elle entendait. Écho était au désespoir. Cette punition était d'autant plus cruelle que notre jolie nymphe tomba éperdument amoureuse. Écho aimait Narcisse. Ce garçon était tellement plaisant que toutes les nymphes et toutes les jeunes filles espéraient recevoir de sa part un baiser. Mais le jeune homme était indifférent aux beautés qu'il croisait, et jamais il ne sentait la présence d'Écho, qui le suivait pourtant aussi fidèlement que son ombre. La nymphe l'observait sans pouvoir lui parler, avec l'espoir pourtant d'en être un jour aimée. Un beau matin, elle tenta toutefois de se faire remarquer. Narcisse, à la recherche de ses amis, appelait « Êtes-vous ici? Y a-t-il quelqu'un par ici ?» Et Écho lui répondait de sa jolie voix « Ici, ici, ici !» Narcisse lui demanda alors de venir, et Écho, le cœur battant, apparut au jeune homme. Mais celui-ci s'en détourna immédiatement, et sans la regarder, il cria « Jamais, jamais! Penses-tu qu'un jour il se pourrait que je te donne pouvoir sur moi ?» Et la voix de la nymphe, entrecoupée de larmes, répéta suppliante « Je te donne pouvoir sur moi !» Mais déjà, Narcisse s'éloignait. Méprisée par celui qu'elle aimait, Écho s'enfuit à travers bois jusqu'à trouver une grotte dans laquelle elle voulut cacher sa honte et son désespoir. Émue par le chagrin sincère de la nymphe, la déesse Némésis se résolut à la venger. Narcisse se promenait, comme à son habitude,
lorsqu'il fut soudain pris d'une soif terrible. Il se laissa alors guider par Némésis jusqu'à une fontaine et il s'y pencha pour prendre une gorgée d'eau. Lorsqu'il vit son propre reflet, Narcisse en tomba amoureux. Dès lors, il ne cessa plus de contempler son beau visage dans l'eau limpide. Il se désespérait de ne pouvoir ni toucher, ni aimer cette image, et il n'arrivait pas à s'en éloigner. Sa douleur était si grande qu'il appelait la mort, espérant ainsi se libérer d'un amour impossible. « Hélas !» gémissait-il, « je comprends bien maintenant toute la peine que j'ai causée à ces jeunes filles. » Le temps s'écoulait, et progressivement, les pieds de Narcisse se changeaient en racines, son corps en tige, et sans qu'il s'en aperçût, le jeune homme se transforma en une jolie fleur qui porte encore son nom. La folie de Narcisse n'avait pas apaisé la douleur d'Écho. Elle continuait à veiller sur lui. Et lorsque Narcisse dit adieu à son propre reflet, Écho répéta doucement, tristement, « Adieu ». Aujourd'hui, la nymphe a tant maigri qu'il ne reste que sa voix. Et du fond de sa caverne, Écho répète encore les derniers mots des paroles qui lui sont adressées. Dans la forêt lointaine, on entend le coucou. Du haut de son grand chêne, il répond au hibou. Coucou, coucou, coucou.